Bonsoir mes petits amis de la nuit, je m'appelle Freddy et bienvenue pour la toute première vidéo de cette toute nouvelle chaîne YouTube, Histoire terrifiante mais vraie. Si tout comme moi vous êtes amateur d'histoires sordides, effrayantes, vraies, ou en tout cas basées sur des faits réels, cette chaîne est faite pour vous. J'ai décidé de rester dans l'anonymat le plus complet pour donner un petit côté mystérieux à la chaîne, mais sachez par contre que si on arrive aux 1000 abonnés, eh bien je continuerai mes vidéos, mais cette fois-ci à visage découvert. C'est un petit challenge que j'avais envie de lancer, de mettre en place. Merci à toutes celles et ceux qui joueront le jeu. Si vous aimez le concept et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et profitez de l'espace des commentaires pour me faire part de vos suggestions quant aux futures histoires terrifiantes mais vraies à venir. Alors, pour les toutes premières vidéos de la chaîne, le contenu sera plutôt soft. Après, selon le nombre d'abonnés, et si je vois que vous êtes de plus en plus fidèles à notre petit rendez-vous quotidien, j'améliorerai au fur et à mesure du temps le contenu des vidéos de la chaîne. Alors, il faut savoir que je suis un vrai passionné de requins, et tout particulièrement du grand requin blanc. De par le fait, pour cette toute première histoire terrifiante mais vraie de la chaîne, j'ai décidé de vous emmener en Australie, à Shark Bay pour être précis, où deux plongeurs expérimentés ont fait la pire des rencontres qu'il soit donné de faire. Voici donc le récit d'un des deux plongeurs qui nous explique dans le moindre détail le déroulement de ce tragique et dramatique face-à-face sanglant. Avant que l'histoire ne commence, installez-vous confortablement, profitez-en pour vous abonner et liker la vidéo, retenez votre respiration et je vous dis à tout de suite pour cette histoire qui vous glacera le sang, l'histoire de ce terrible face-à-face mortel, une histoire terrifiante mais vraie. Pour un pêcheur professionnel de coquillages de la côte ouest australienne, les requins sont un danger permanent et font partie des aléas du métier. Après 25 ans d'activité, je peux dire que je me suis retrouvé à maintes reprises face à des spécimens. Mais tous, à l'exception d'un seul, ont manifesté plus d'indifférence ou de curiosité que d'agressivité. L'exception fut un requin blanc de 5 mètres de long, qui a attaqué à plusieurs reprises mon coéquipier Johan au cours d'une même plongée, un jour de décembre 1995. Nous avions quitté notre base de Carnarvon, petite ville des environs de Shark Bay, à l'ouest de l'Australie, à 1700 km d'Espérance. Nous nous préparions à une expédition pour tenter de recueillir certains types de porcelaine qui, pour leur rareté, sont très prisés des collectionneurs. Après un trajet de 4 jours avec le bateau en remorque, nous nous sommes installés dans un camp caravanier. Pendant la semaine qui a suivi, nous avons exploré, loin des côtes, des eaux assez profondes en nous aidant d'un sonar pour repérer les fonds susceptibles de nous intéresser. La récolte commençait à devenir bonne lorsque le temps s'est détérioré. Nous avons alors décidé de prospecter en eau peu profonde, près du rivage, pour ramasser quelques murex de qualité. En sondant les fonds, j'ai pu identifier un récif connu sous le nom de Pot Rock, qui s'élève à 7 mètres d'altitude sur un fond situé à 27 mètres sous la surface. C'est là que nous avons jeté l'ancre. Nous avons enfilé nos combinaisons et préparé notre matériel de plongée. Comme nous nous trouvions dans des eaux protégées, nous avons préféré plonger tous les deux en même temps, chacun dans une direction différente afin de couvrir tout le récif. J'ai sauté à l'eau le premier, tandis que Johan terminait de boire son café. Il faisait très froid et l'eau était glacée. Je me suis laissé glisser jusqu'au fond où se dessinait un dôme de granit flanqué d'affleurements escarpés et de tombants à pic. J'ai poussé vers le sud et j'ai découvert parmi les algues quelques spécimens vivant sur les marteaux. Mais je ne parvenais pas à me débarrasser d'un étrange sentiment, une sorte de malaise, comme si un sixième sens me faisait flairer un danger. J'avais la curieuse impression d'être surveillé. Je me suis surpris à maintes reprises à jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule pour me rassurer, ce qui chez moi était assez inhabituel.
Mon ordinateur de plongée m'indiquant 0, j'ai dû remonter. J'ai fait surface à environ 50 mètres du bateau et c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai grimpé à bord pour me réchauffer avec une bonne tasse de café brûlant. Au bout de quelques minutes, j'ai aperçu Johan à quelques 25 mètres du bateau. Il palmait dans ma direction en tenant devant lui le bloc qu'il aurait dû normalement avoir sur le dos. Mais cette façon de nager ne m'a pas alarmé car c'est une technique courante chez les plongeurs revenus à la surface. Les bouteilles d'oxygène, une fois vidées, faisant office de bouée flottante. Tout à coup, mon sang se glaça. Un énorme aileron fendait l'eau juste derrière mon compagnon. Pas de doute, c'était un énorme requin. J'avais à peine pris conscience de la situation que le squale a attaqué Johan par derrière. J'ai couru vers la proue pour dégager la chaîne de l'ancre du dévidoir alors que résonnaient ses appels au secours. J'ai déroulé la chaîne à toute allure puis me suis rué dans le poste de pilotage pour mettre le moteur en marche et foncer au-devant de lui. Mais ce sacré moteur était froid et il a mis un temps fou à démarrer. Quand j'ai enfin pu partir, il m'a encore fallu éviter de justesse de coincer la chaîne d'ancre toujours rattachée au dévidoir par son extrémité dans l'hélice. Entre-temps, Johan avait repoussé une première attaque en tapant violemment sur la surface de l'eau juste devant le museau du requin qui s'écarta pour aussitôt former un autre cercle. Autant de secondes vitales pour Johan qui n'était plus qu'à quelques mètres du bateau. Mais le requin lança un second assaut, beaucoup plus agressif, en arrivant par en dessous. D'un battement de queue puissant, il s'élança sur Johan à une vitesse fulgurante, la gueule grande ouverte, dans une gerbe d'écume blanche trahissant sa frénésie meurtrière. Au moment de l'impact, Johan envoya sa bouteille et toute sa robinetterie dans la gueule du monstre, qui s'éloigna aussitôt avec son butin, secouant la tête d'un côté et de l'autre, momentanément satisfait. Ce bref répit permit à Johan, déjà très amoché, de rejoindre le bateau. Mais au moment précis où il commença à escalader l'échelle, le squale recracha son matériel et se jeta sur les traces de sang que Johan, le bras lacéré, avait laissées derrière lui. À cet égard, les requins sont fabriqués comme des missiles à tête chercheuse et ne ratent jamais leur cible. J'aidai mon compagnon à remonter à bord lorsque l'énorme requin réapparut de toute sa longueur à flanc de bateau, manifestement frustré par son déjeuner. Pendant une minute, nous avons bien cru qu'il allait s'attaquer à la coque. Mais il s'est contenté de tracer encore quelques cercles autour de nous et il est parti. Je me suis immédiatement occupé du bras déchiqueté de mon ami qui était devenu d'une pâleur effrayante. Il tremblait de la tête aux pieds sans pouvoir se contrôler, en état de choc. Quelques minutes plus tard, il me dit que la première attaque s'était produite en fin de plongée lorsqu'il se trouvait par 20 mètres de fond. Il nageait lentement le long d'une paroi abrupte lorsqu'il vit passer une ombre au-dessus de sa tête. En levant les yeux, il ne repéra rien. Pensant qu'il s'agissait d'un nuage qui avait obscurci le ciel, Johan avait continué son travail d'exploration. Mais au même instant, il avait remarqué que tous les poissons paisibles qui l'entouraient étaient pris de panique et se sauvaient dans toutes les directions. Tout à coup, il aperçut cette fois un grand requin blanc sorti des ténèbres qui pointait vers lui, arborant les attitudes de l'attaque imminente, la gueule ouverte et les deux nageoires pectorales dirigées vers le bas. Essayant de ne pas s'affoler, tâche presque impossible en pareille circonstance, le plongeur avait instinctivement rejoint la base du récif et, se rassemblant sur lui-même, le dos collé à la paroi, avec toute la force dont il était capable, il avait donné un coup de talon dans le ventre du monstre. La bête était remontée de quelques brasses, tel un avion qui veut éviter d'entrer en collision avec le versant d'une montagne. Dans les eaux opaques, le requin fit demi-tour, visiblement énervé de n'avoir pu saisir sa proie. Les minutes parurent des heures. Johan voyait diminuer le niveau d'oxygène de sa bouteille. Il n'avait donc plus d'autre choix que de remonter à la surface. Durant l'ascension, il se dégagea de son bloc avec l'intention de s'en servir comme d'un bouclier si le squale revenait à la charge. Cette initiative, alliée au fait que Johan était un plongeur expérimenté et que je me trouvais à bord pour l'aider, lui a sauvé la vie. Le lendemain, mon camarade, couvert de pansements, et moi-même, nous sommes éloignés du lieu de l'attaque et avons couvert 20 km vers le sud pour atteindre un récif que nous connaissions bien et où nous avons mouillé. Cette fois, c'est chacun son tour que nous avons plongé, avec 1000 précautions, craintes et hésitations.
Nous savions qu'il fallait absolument remonter sur le cheval après une chute, sous peine de ne plus jamais oser y retourner. Et le jour suivant, heureux d'avoir bâillonné nos terreurs, nous avons interrompu l'expédition et sommes rentrés chez nous. 3 mois plus tard, dans le tranquille petit port de pêche de Hopetoun, à 200 km d'Espérance, dans l'ouest de l'Australie, un pêcheur d'ormeaux effectuait sa dernière plongée de la journée. Son coéquipier le vit sauter à l'eau avec son narguilé et son sac de pêche. Quelques secondes plus tard, le coéquipier aperçut une espèce de tourbillon à l'endroit même où le plongeur était entré dans l'eau, puis une quantité anormale de bulles vint éclater à la surface. Pensant que le tuyau avait rompu, il commença à tirer dessus pour remonter son compagnon. Mais quand celui-ci réapparut, il n'avait plus ni tête ni épaule, et un énorme requin blanc, très excité, nageait en cercle autour des restes du malheureux plongeur. Si l'on me demande pourquoi les grands requins blancs attaquent, même si on ne les provoque pas, je dirais que ce prédateur vorace confond les plongeurs avec les phoques, sa nourriture favorite. De fait, ces deux attaques se sont déroulées dans des endroits proches de sites occupés par des colonies de phoques. Johan travaille désormais dans des zones plus au nord. Quant à moi, je continue à plonger à Shark Bay, où je ne rencontre pas souvent des requins blancs, car c'est le territoire des requins tigres. Mais ceci est une autre histoire.